Mesdames et messieurs, bonjour dans notre vidéo tutoriel. Ce travail a été réalisé par Sari Oussama, Yacoub Youssef et Sokhdor Yassine. Ce travail a été demandé par Monsieur Zenan. Dans cette vidéo, on va vous parler d'IPtables. Sur les systèmes sous Linux, très souvent, on a un logiciel qui se nomme IPtables. IPtables permet de mettre en place un pare-feu. À quoi sert ce pare-feu? Pour le plan de notre vidéo, on va parler du pare-feu. C'est quoi un pare-feu? L'introduction d'IPtables, puis on va passer aux bases d'IPtables, les paramètres options de la commande IPtables, puis la configuration du pare-feu sur Ubuntu et la sécurité, et finalement une petite conclusion. C'est quoi un pare-feu? Un pare-feu firewall est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau. Celle-ci définissant quels sont les types de communication autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et les flux de données, paquets. Le fonctionnement général du pare-feu, il a pour principale tâche de contrôler le trafic entre différentes zones de confiance en filtrant les flux de données qui transitent. Généralement, les zones de confiance incluent Internet, une zone dont la confiance est nulle, et au moins un réseau interne, une zone dont la confiance est plus importante. Le but est de fournir une connectivité contrôlée et maîtrisée entre des zones de différents niveaux de confiance grâce à l'application de la politique de sécurité et d'un modèle de connexion basé sur le principe du moindre privilège. Le filtrage se fait selon divers critères. Les plus courants sont l'origine ou la destination des paquets à adresse IP, port TCP/UDP, interface réseau. Les options connues dans les données, fragmentation, validité, les données elles-mêmes, taille, correspondance à motif. Introduction d'IPtable. IPtable est un logiciel libre de l'espace utilisateur Linux, grâce auquel l'administrateur système peut configurer les chaînes et règles dans le pare-feu en espace noyau et qui est composé par des modules. NetFilter est un framework implémentant un pare-feu au sein du noyau Linux à partir de la version 2.4 de ce dernier. Ce type de modification doit être réservé à un administrateur du système. Par conséquent, son utilisation nécessite l'utilisation du compte root. L'utilisation du programme est refusée aux autres utilisateurs. Différents programmes sont utilisés selon le protocole employé. IPtable est utilisé pour le protocole IP version 4. IPsystable pour IP version 6. ARPtable pour ARP, Address Resolution Protocol, ou encore IBtable spécifique aux trames Ethernet. Sur la plupart des distributions Linux, IPtable est lancé par la commande qui se trouve dans le répertoire sbin qui se trouve lui aussi dans le répertoire user et documenté par sa page du manuel IPtable et IPsystable, laquelle peut être visualisée via la commande man IPtable. Le pare-feu IPtable Linux est utilisé pour surveiller le trafic entrant et sortant vers un ordinateur ou un serveur et le filtrer en fonction des règles définies par l'utilisateur, afin d'empêcher toute personne d'accéder au système. En utilisant IPtable, vous pouvez définir des règles qui n'autoriseront que le trafic sélectionné sur votre ordinateur ou serveur. Au cas où vous utilisez votre machine comme serveur, par exemple, serveur web avec LAMP. En clair, IPtable permet de créer des règles de pare-feu pour filtrer les paquets entrant, sortant en direction des services réseau et processus d'une machine. Prenons l'exemple suivant. Je suis un client qui utilise un système d'exploitation Linux et qui désire profiter du pare-feu IPtable pour protéger sa machine. On a ici
Par exemple, de la messagerie, des pages web à consulter, des fichiers à télécharger. On a de l'autre côté les ports utilisés par ces applications. Je veux empêcher toute connexion FTP, File Transfer Protocol. Disons que je considère que le FTP n'est pas sûr. Peut souhaiter bloquer le port 21 utilisé par le FTP, mais c'est pas tout à fait ce qu'on doit faire réellement. En général, la technique ne constitue pas à bloquer certains ports, mais plutôt à bloquer par défaut tous les ports et à autoriser seulement quelques-unes. Mais pourquoi on doit bloquer tout trafic réseau? C'est avant tout une question de sécurité. Le but d'un pare-feu est d'empêcher que des programmes puissent communiquer sur le réseau sans votre accord. Tout d'abord et avant de commencer, on doit vérifier les informations qu'on a vues jusqu'à maintenant. Avant de faire tout ça, on ouvre un nouveau terminal. On avait dit que la commande iptable se trouve dans le répertoire sbin qui se trouve dans user. Alors, on tape la commande cd change directory user slash sbin slash sbin. On fait un petit listage des fichiers contenus par ce répertoire sbin. Et on liste avec les détails juste ce qui commence par IP et n'importe quel caractère enfin. On trouve ici qu'il y a seulement ipsystable appelé type de fichier, c'est un lien. Je vérifie dans CD, j'accède au répertoire sbin et on vérifie si on trouve là-bas la commande iptable avec la commande ls-ip n'importe quel caractère après. Et voilà, ici on trouve la commande iptable, c'est un lien, type de fichier c'est un lien. L'utilisateur qui a le droit d'accéder à la commande iptable doit être un root, donc super user, et iptable est donc un lien vers xtable multi. Généralement, iptable est également fréquemment utilisé pour faire référence aux composantes de bas niveau kernel. Xtable est le nom du module noyau, plus générique qui contient le contenu partagé pour les 4 protocoles IP version 4, IP version 6, ARP et EB, ce qu'on avait déjà vu dans la partie introduction d'iptable. C'est aussi le module qui fournit l'API des extensions. Par conséquent, Xtable désigne usuellement le pare-feu complet. IP version 4, IP version 6, ARP et EB pour Ethernet. Tout d'abord, on doit expliquer c'est quoi un API. API, une interface de programmation applicative, est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. On accède maintenant au manuel d'iptable. Man par la commande man iptable. Ici on trouve une petite description. Iptable, c'est un outil d'administration pour l'IP4 et l'IP6 pour le filtrage des paquets et le NAT. On trouve ici les syntaxes d'utilisation de la commande iptable et les différentes tables d'iptable qu'on va voir par la suite. Et ensuite, les options qu'on peut utiliser avec iptable, la commande iptable. On peut constater que iptable 6 et iptable pour iptable version 4 ont la même page du manuel. Maintenant, passons aux bases d'iptable. Comme on avait dit, iptable fonctionne avec des règles.
Ces règles sont appliquées à des tables contenant des chaînes. Voici un exemple de quelques tables utilisées par iptable. La première table est la table filter avec une chaîne input, output et forward. La deuxième table est la table NAT avec une chaîne pré-routine, post-routine. Il possède aussi les chaînes input et output. La troisième table est la table Mango avec input, output et forward, pré-routine, post-routine. Maintenant, on va voir comment accéder à ces tables. Par exemple, pour lister le contenu de la table filter, la table par défaut, on doit taper la commande iptable-l. En général, l'accès aux tables se fait à travers le paramètre -t. Mais pour la table filter, il suffit de mettre le paramètre -l. Vous inquiétez pas, on va voir dans la suite de ce tutoriel les paramètres d'iptable en détail. On tape la commande, il nous affiche un message d'erreur où il y a permission denied. Donc, on doit accéder à la table filter comme super user root. Et voilà, on a la chaîne input, chaîne forward et la chaîne output. Vous inquiétez pas pour les détails ou bien les détails de cette table feront le sujet de la prochaine partie. Pour lister le contenu de la table NAT, il suffit de taper la commande avec bien sûr sudo iptable -t nat-l. Il nous affiche les chaînes de la table NAT, la chaîne pré-routine, chaîne input, chaîne output et la chaîne post-routine. Comme on avait vu, la table NAT contient les chaînes suivantes. On va les expliquer en grosso modo. Pré-routine sert à modifier les paquets avant leur routage. En clair, vous permet de rédiger un paquet vers une autre destination en modifiant l'IP de destination. Post-routine modifie ou bien post-routine sert à modifier les paquets après le routage. Cela permet de modifier par exemple l'IP source, output, NAT pour les paquets générés par le pare-feu. Pour lister le contenu de la table Mango, il suffit de taper la commande sudo iptable -t mango. Et voilà, il nous affiche les chaînes de la table Mango. On retrouve les mêmes chaînes que précédemment avec les mêmes conditions. En général, la table Mango permet de modifier les paquets. Elle est surtout utile pour effectuer de la KOS Quality of Service. C'est la capacité de véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic donné. Cette table ne doit pas être utilisée pour modifier les IP sources destination pour effectuer du NAT. Cette table est surtout utilisée pour modifier les composantes suivantes, le TOS, Type of Service. Ceci est utilisé pour la KOS, TTL, Time of Life, durée de vie d'un paquet. Marque permet de marquer un paquet, toujours utile pour le KOS et d'autres options qui ont relation avec la qualité des services. En général, toutes les données sont envoyées sous forme de paquets sur Internet. Le noyau Linux fournit une interface pour filtrer les paquets de trafic entrant et sortant à l'aide des tableaux de filtre de paquets. Détaillons maintenant la table filter. Tout d'abord, la table est utilisée pour définir les règles de pare-feu de la machine.
En effet, cette table filter permet en outre de bloquer ou autoriser les paquets qui entrent et sortent. Avec la commande iptable-l, on peut afficher la table filter avec les chaînes et les règles contenues par ces chaînes. Commençons par la chaîne input qui correspond aux règles manipulant le trafic entrant, les paquets à destination de la machine, en général à destination des processus locaux. Chain firewall correspond aux règles manipulant la redirection du trafic, les paquets qui passent à travers le serveur, par exemple, d'une interface réseau à l'autre ou à destination d'une autre machine sur le réseau. Cette chaîne est utilisée lorsque la machine joue le rôle de routeur. Chain output correspond aux règles manipulant le trafic sortant, les paquets sortant de la machine, en général provenant des processus locaux. Vous aurez noté que ces chaînes ne contiennent aucune règle, tout simplement parce qu'on n'a pas encore ajouté aucune règle à notre pare-feu. Vous aurez noté qu'il y a ici un mot policy accept qui signifie que par défaut tout le trafic est accepté tant que le pare-feu est tout simplement inactif car il bloque rien. En général, il existe plusieurs policies parmi lesquelles on peut citer policy accept. Cela signifie que le paquet sera autorisé à passer. Policy drop. Cela signifie que le paquet ne sera pas autorisé à passer. Policy return. Cela signifie ignorer la chaîne actuelle et revenir à la règle suivante de la chaîne dans laquelle a été appelé. Maintenant, passons aux colonnes. Normalement, chaque ligne correspond à une règle différente qui permet de filtrer ou non une IP ou un port. Pour le moment, notre table est vide. On va remplir notre table avec des règles simples pour comprendre ces colonnes. Maintenant, listons le contenu de la table filter. On a ici les règles qu'on a définies tout à l'heure. Commençons par target. Target, ce que fait la règle. Ici, c'est accept, c'est-à-dire ce qui fait que cette ligne, en général, autorise un port ou et une IP. Passons à la colonne port. Le protocole utilisé, TCP ou UDP ou ICMP. Donc, le TCP est celui auquel on a le plus recours. ICMP permet à votre ordinateur de répondre aux requêtes de type ping. Source. L'IP source pour input. La source est l'ordinateur distant qui se connecte à nous. La destination. L'IP de destination pour output, c'est l'ordinateur auquel on se connecte. Ici, on a anywhere. La dernière colonne, elle indique le port après les deux points. Ce port est affiché en toutes lettres. Ici, on a HTTP. Avec le paramètre "-n", on peut obtenir le numéro correspondant. Et voilà. Ici, n'importe quelle IP destination, n'importe quelle IP source, on accepte les protocoles
de communication à destination du port 80. Et voilà, ici on a à la place de HTTP 80 qui réfère au port utilisé par le protocole de communication HTTP. Les paramètres options d'IPTable. Récapitulons ce qu'on a vu dans les parties précédentes. IPTable est une commande que seul le root peut lancer. Son but est de dialoguer avec NetFilter afin de contrôler les règles des chaînes dans le but de configurer les tables. IPTable est la boîte à tout faire de NetFilter. Cette commande va pouvoir rajouter des règles, supprimer des règles, modifier des règles, afficher des règles. Comme toute commande Linux, IPTable est un programme qui se lance en ligne de commande et qui utilise de nombreux paramètres. Ces options et ces paramètres, on ne va pas les utiliser tous. Aussi, nous verrons que les options les plus intéressantes et que nous utiliserons par la suite. Maintenant, passons aux paramètres et options. Et on va commencer par la première option, -t table. Ces paramètres sont filter, not, mingle. L'option -t indique sur quelle table nous voulons travailler. Si aucun paramètre n'est fourni, c'est la table filter qui est sélectionnée par défaut. Prenons cet exemple. IPTable -t not permet de travailler sur la table not. -f. Cette option a comme paramètre filter, not, mingle. -f supprime toutes les règles d'une chaîne prédéfinie telles que pré-routine, input, forward, output et post-routine. Si aucun paramètre n'est fourni, toutes les chaînes prédéfinies sont supprimées. Par exemple, IPTable-f supprime toutes les chaînes prédéfinies de la table filter. Si on liste le contenu de la table filter, on peut constater qu'on a deux règles dans la chaîne input et une règle dans la chaîne output. Si on désire supprimer toutes les règles de la table filter, on va taper la commande iptable avec l'option -f. Et si on liste une autre fois le contenu de la table filter, vous voyez que toutes les règles sont supprimées. L'option -p, policy, définit la politique ou cible par défaut d'une chaîne. Prenons cet exemple. IPTable -p input drop. Si aucune règle n'est définie, aucun paquet réseau n'arrivera au processus utilisateur de notre machine. Faisons un petit test. On va tester d'abord si on peut accéder à des sites internet depuis notre machine. Si on tape la commande iptable -p, on va refuser tous les paquets correspondant aux règles de manipulation du trafic entrant de la table filter input drop. Vous pouvez constater ici qu'on a la policy drop. Maintenant, essayons d'accéder encore une autre fois à Wikipédia. Vous pouvez constater qu'il ne nous arrive pas de réponse. Essayons maintenant avec input accept, donc accepter tout trafic entrant. Et voilà. L'option -1, append. Cette option ajoute une règle à une chaîne prédéfinie. Nous allons utiliser majoritairement cette commande. Elle prend comme paramètre chaîne, input, output, ou bien post-routine, forward. Par exemple, iptable-a input ajoute une règle à la table des paquets entrants dans l'espace des programmes.
-d delete prend comme paramètre une chaîne des chaînes prédéfinies, le numéro de la règle qu'on désire supprimer. -d supprime une règle dans une chaîne particulière. Le numéro de la règle peut être retrouvé avec la commande iptable -l ou iptable -l-n ou bien iptable -l -line -numbers. Par exemple, iptable -d output 1 -t mingle supprime la première règle de la chaîne output de la table mingle. Option -l list. Avec l'option -l, on peut afficher la liste des règles pour la chaîne indiquée, ou si aucune chaîne n'est indiquée, cela affichera les règles pour toutes les chaînes de la table. Par exemple, iptable -l -n -v affiche le maximum d'informations sur les règles de la table filter. L'option -g jump, elle prend comme paramètre cible. Cette option définit l'action à prendre si un paquet répond aux critères de cette règle. Les principales valeurs sont accept, drop, reject, return. Par exemple, iptable -a output -j drop supprime tous les paquets sortant des processus locaux. L'option -i input prend comme paramètre une interface réseau. Par exemple, iptable -a input -i eth0 filtre les paquets arrivant au programme et venant de l'interface réseau eth0. L'option -o prend comme paramètre une interface réseau dont des critères sur l'interface réseau tous les paquets vont sortir. Par exemple, iptable -a output -o 3p0 filtre les paquets créés par les programmes et sortant sur Internet. L'option -s source prend comme paramètre point d'exclamation qui signifie la négation, une adresse IP ou réseau. Cette option donne des critères sur l'IP source du paquet. Par exemple, iptable -t nat -a preroutine -i 192.168.0.0/24 travaille sur le routage des paquets du réseau interne. L'option -d destination prend les mêmes paramètres que l'option -s et donne des critères sur l'IP de destination du paquet. Par exemple, iptable -a output -d l'adresse 192.168.0.0/24. Cette commande filtre les paquets sortant de l'espace utilisateur à destination du réseau. L'option -p prend comme paramètre point d'exclamation ou bien all TCP, UDP, ICMP ou un numéro. Cette option donne des critères sur le type de trame utilisé dans le paquet. D'autres numéros de protocole peuvent être utilisés. Voir votre fichier /etc/protocole. Par exemple, iptable -a input -p UDP filtre uniquement les paquets de type UDP. L'option -s port prend comme paramètre point d'exclamation ou bien port ou service. Elle donne des critères sur le port source du paquet. Par exemple, iptable -a input -source port 80 filtre tout ce qui vient du port HTTP 80. -t port prend les mêmes paramètres que source port. Elle donne des critères sur le port de destination des paquets IP. Par exemple, iptable -o output -d port différent de 21 filtre tout ce qui n'est pas à destination du FTP, port 21. L'option -m module prend comme paramètre un nom d'un module. Cette option demande d'utiliser un module particulier, par exemple iprange. Prenons l'exemple de la commande iptable -m state utilise le module de suivi de connexion state, veut dire statut en français. -state prend comme paramètre point d'exclamation new established related invalid. Par exemple, prenons la commande iptable -state new established
filtre les paquets de nouvelles connexions ou de connexions déjà établies. Pour plus d'options, consultez le manuel d'IPTable avec la commande man iptable. On va tester maintenant les options qu'on a vues. Tout d'abord, on commence par lister la table ipfilter avec la commande iptable -l -n. Ici, on aperçoit qu'il n'y a pas de règle pour le moment. Et la policy, c'est cible accepte, donc il accepte tous les paquets. On va changer la policy par la commande -p, donc iptable -p pour la chaîne input, drop pour la chaîne output aussi. Et pour la chaîne forward, pour la redirection des paquets. Si on liste maintenant le contenu de la table filter, on aperçoit ici policy drop pour les 3 chaînes. On va ajouter maintenant des règles. Commençons tout d'abord par accepter le trafic entrant et sortant des ports 80 iptable -t filter, ou bien on laisse par défaut -a append. Pour ajouter une règle dans la chaîne output, la règle manipulant du trafic sortant, -p pour indiquer le protocole, ici on met TCP, -t port pour indiquer port destination, c'est le port 80, et la cible c'est accept avec l'option -g. On vérifie si la règle est ajoutée, -l -line -number, le numéro de règle, et voilà, il m'affiche une nouvelle colonne num. Ici on a la première règle à vérifier, c'est cette règle. On va accepter aussi les ports destination 443 pour les HTTPS dans la chaîne output, et on vérifie la table. On va faire le même pour la chaîne input aussi. Après avoir rempli toutes les règles, ensuite, si je désire supprimer la règle 5 et 6 dans la chaîne input, il suffit de taper la commande iptable -t input pour la chaîne, la 5e règle, numbers. Donc il a supprimé la 5e et il l'a remplacée par la 6e qui est devenue la 5e. Pour supprimer la 5e, par contre, si on désire supprimer les tables, il suffit de taper la commande iptable -f, on réaffiche les tables. Bon, dans cette partie, on va voir comment sécuriser notre machine en utilisant iptable, le pare-feu iptable, en ajoutant des règles. J'ai choisi de créer le fichier où je vais saisir dedans les commandes iptable dans mon bureau personnel. On va taper la commande touch et on créera un fichier de l'extension sh shell que j'appellerai parfeu.sh. Bon, le fichier a été créé. Je vais ajouter le droit d'exécution à ce fichier.
Après avoir créé le fichier parfait.sh, j'ai écrit les commandes d'IPTable que j'utiliserai pour configurer ma machine. Je peux utiliser ces commandes pour configurer aussi mon serveur au cas où ma machine jouait le rôle d'un serveur. Pour commencer, on efface les règles précédentes pour partir sur des bonnes bases. Réinitialise les règles iptable-t filter-f iptable-t filter-x. On peut écrire aussi iptable-f directement car la table filter c'est la table par défaut et on n'a pas besoin d'écrire -t filter pour préciser la table. On va tester ça. J'ai déjà configuré mon pare-feu iptable. Si je tape la commande iptable-f et je liste une autre fois la table filter et ses règles, constatez que toutes les règles ont été supprimées. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est de bloquer tout le trafic avec la commande iptable-p input drop. Ça veut dire appliquer la policy drop, rejeter tous les paquets. Si vous êtes en train de configurer votre machine ou votre serveur en utilisant du SSH, ça serait mieux de pas exécuter ces commandes car la connexion sera coupée et par défaut tous les paquets sont rejetés, refusés. Maintenant, on va autoriser les connexions déjà établies et localhost ou loopback en tapant la commande -m state, -state, related ou established. Si on lance le script comme cela, toutes les connexions seront fermées et on n'aura plus d'accès. En tapant ces deux commandes, on va dire au pare-feu de ne pas fermer les connexions déjà établies. Par conséquent, on écoute l'état des connexions et si l'état des connexions est égal à established ou related, alors les connexions seront acceptées. Ces deux lignes-là, append input -i interface local jump accept, ça veut dire accepter les connexions locales input entrant et accepter aussi les connexions locales output sortant. Ici, on va accepter les pings input et output. Tout d'abord, on va voir les ports les plus utilisés. On a le service SSH utilise le port 22, le protocole TCP. On a aussi le HTTP et le HTTPS pour le web. Le HTTP utilise le port 80 par défaut et 443 pour le HTTPS. Ça utilise le protocole TCP. On a aussi le FTP File Transfer Protocol qui utilise le port 20 et 21. Le protocole c'est TCP. On a aussi les trois protocoles de mail, de messagerie SMTP, POP3 et IMAP qui utilisent le port 25, 110 et 143. Le protocole pour les trois c'est le TCP. Le DNS utilise le port 53. Le protocole c'est le TCP et le UDP. Le DHCP utilise le port 68 pour le client et 67 serveur. Le protocole utilisé c'est le UDP. Revenons à ICMP, le protocole utilisé pour le ping. iptable -a input -p pour indiquer le protocole ICMP, -j accept, ça veut dire accepter les pings, le protocole ICMP, entrant et sortant. SSH pour les connexions sécurisées. On accepte les paquets entrant et sortant du port 22, destination port 22.
On accepte aussi le DNS dans les deux protocoles TCP et UDP, entrant et sortant. Le HTTP aussi, le protocole TCP, port destination 80, le HTTPS 443, les paquets entrants et sortants, le FTP, port destination 20 ou 21, le DHCP, source port 68, destination port 67, on l'acceptera aussi, et on accepte aussi le trafic entrant et sortant des trois protocoles SMTP, POP3, IMAP pour la messagerie. Au cas où notre machine joue le rôle d'un serveur, on tapera la commande iptable-a output-p UDP, le port 123 pour le NTP, horloge du serveur. Maintenant, et après avoir tapé les commandes configuration de notre pare-feu, on va les appliquer en lançant le script. Donc, on liste maintenant notre table filter et on constate que les règles sont bien ajoutées. Puisqu'on avait déjà accepté les pings, autorisé les paquets ICMP, on va tester si ça marche bien. Tout d'abord, l'IP, on doit connaître l'IP. Mon IP c'est 192.168.1.6. Je vais aller sur ma machine. Je vais pinguer. Eh bien, ça marche. On voyait 4 reçus, 4 banques. Maintenant, essayons de redémarrer notre machine pour voir si ces règles restent toujours. Je vais éteindre ma machine. Bien, je vais tout simplement la redémarrer. Je vais ouvrir mon terminal et relister ma table filter. Et voilà, il n'y a plus de règles, tout simplement parce qu'on avait oublié que la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est faire en sorte que si la machine redémarre, on ne perd pas nos règles. Donc, on veut que les règles persistent. Pour cela, on va lancer le script à chaque démarrage. Et pour que le script s'exécute au démarrage, on le déplacera dans le dossier init.d qui se trouve dans etc. Avec la commande sudo move pare-feu, on va vérifier si le fichier a été bien déplacé dans le etc ls-l. On va taper ensuite la commande qui va indiquer au système qu'il faut lancer le script au démarrage. Et après avoir tapé la commande update rs.d pare-feu.sh default, ça permettra de lancer le pare-feu à chaque fois qu'on redémarre notre système. On teste si les règles sont ajoutées au démarrage du système. Et voilà, les règles sont toujours ici et sont ajoutées au démarrage du système. On teste si on peut accéder à des sites internet pour tester le fonctionnement du HTTP et HTTPS, pardon, des protocoles HTTP et HTTPS. Et voilà, ça me donne des réponses. Je peux accéder à des pages HTTP ou bien HTTPS aussi. Et comme ça, on aura fini la configuration dans notre pare-feu personnel. Le firewall, outre que c'est l'outil de base de tout système de sécurité, permet de manipulations plus poussées que filtre des ports. Je vais vous montrer quelques exemples. Flood ou deny de service. Ce genre d'attaque vise à surcharger la machine de requêtes. Il est possible de se prémunir pas mal directement au niveau du firewall. On tape cette commande, iptables
pardon, iptables 12 moins 1 forward moins p tcp Le flag TCP/CIN engendre de demandes de connexion, et le but de cette règle est donc de le limiter à une par seconde, champ limite. Il est cependant déconseillé de monter au délai de la seconde, sous peine de gêner le contrôle de flux et de l'erreur de TCP/IP. On peut faire de même avec le protocole UDP et ICMP. Avec cette commande là. Okay. Et avec ICMP. Notez cependant que ce type d'attaque permet de faire tomber les serveurs, mais pas d'en prendre l'accès. C'est pourquoi le risque d'en être la cible est assez mince, sauf si l'on s'appelle Google. En général, un logiciel simple anti-intrusion comme fail2ban et fparchy2 est suffisant, suivant le niveau de sécurité recherché. En passant sur scan de port, on peut aussi limiter un tant soit peu le scan de port, qui consiste à tester tous vos ports afin de détecter ceux qui sont ouverts. Pour cela, une règle de ce genre irait. Et petit bon A, avec cette commande, on clique. C'est un peu le même principe que ci-dessus, sachant qu'une connexion TCP en bon et du forme requiert 3 paquets avec 3 flags différents. On voit tout de suite la finesse de cette règle qui peut travailler paquet par paquet. Notez que cette règle basique n'est pas très efficace. C'est une protection de base. La partie 2 ira plus de loin dans le blocage de scan de port. On passe ensuite à bannir une IP. Si vous repérez dans le log ou autre une adresse IP suspecte, vous pouvez le bannir aisément au niveau du firewall via la commande On peut débloquer cette adresse IP en remplaçant le A avec le T. Notez cependant qu'il n'est pas conseillé de bannir les IP à tour de bras. Se prémunir contre les intrusions. Actuellement, le firewall va bloquer toute tentative de connexion sur les ports fermés. Mais qu'en est-il des ports ouverts? Afin de contrôler plus précisément ce qui se passe dessus, le firewall n'est pas suffisant et nous allons devoir utiliser d'autres outils appelés IDS, Intrusion Detection System, et IPS, Intrusion Prevention System. Ces deux catégories de logiciels vont, comme leur nom l'indique, surveiller toute tentative d'intrusion sur le serveur. La démarche qui va suivre va vous montrer comment réagir à chaque étape d'une instruction classique, à savoir le scan de port, plus généralement la collecte des informations afin de trouver la vulnérabilité. Deuxièmement, les attaques simples, témoins d'une faible sécurité. L'instruction via des techniques qui ne sont pas décrites ici par des cas dépassant notre cadre de travail. Quatrièmement, l'installation d'un moyen de se loguer sur le serveur à volonté. Si l'attaquant parvient jusqu'ici avec succès, on peut dire que la machine lui appartient. Premièrement, pour Century.
Scan des ports. Cette utilité permet de bloquer en temps réel la plupart des scans de ports connus, même très discrètes et échappant aux règles de filtrage du firewall basique. Je rappelle au passage que scanner les ports signifie tester tous les ports d'une machine afin de déterminer ceux qui sont ouverts, les ports d'entrée en gros. Cependant, il ne faut pas paniquer si votre serveur est la cible d'un simple scan de port. Cela sera monnaie courante et si vous êtes bien protégé, le pirate passera sa route. Post Century est donc sympa si vous voulez compliquer la tâche de l'attaquant. On peut l'installer avec la commande apt-get install port Sentry. Pardon. Sudo. Clique sur OK. On attend que l'installation termine. Voilà. Pour le configurer, gedit /etc /ports entry /ports entry .config. Pardon, j'ai fait une erreur. Yes. Et j'écris gedit portcentury.conf. On commente les lignes killhost deny, CTRL F, killhost deny, killhost deny. On commente cette ligne avec dièse. Ensuite, on décommente la ligne kill root est égal /sbin /iptables -i input -s $target -j drop. On enlève le dièse. On enregistre le fichier maintenant. Save. On ferme. Gedit. Ainsi, Port Century ajoutera une règle dans le firewall iptable pour rejeter les paquets en cas de scan. On démarre le logiciel. Il faut le lancer 2 fois pour TCP et UDP. cd ports entry moins au UDP sudo et le TCP maintenant. Vous pouvez tester tout ça avec Nmap. Si vous voulez tester en local, il faut modifier le fichier port entry.ignore en enlevant le localhost. Si vous souhaitez que vos règles restent même après un nouveau lancement de Port Century, vous devez modifier le fichier portcentury.ignore.static. En passant maintenant à fail to ban. Brute force, dictionnaire, déni de service. Comme je l'ai dit, les ports ouverts sur la machine sont a priori sans grande protection. Et sujet à des attaques simples telles que la tentative de connexion par brute force ou par dictionnaire, par exemple, tester toutes les combinaisons de mots de passe pour se loguer en SSH, le déni de service, surcharger les serveurs de requête ou plus bêtement la recherche d'utilisateurs sans mot de passe. Si votre machine est infiltrée aussi facilement, l'attaquant sera vraiment content.
Fail2ban est un petit utilitaire qui se base sur les logs de la machine pour chercher des actions suspects répétées. Par exemple, des erreurs de mot de passe. Dans un laps de temps donné, si l'on trouve, il bannira l'IP de l'attaquant via iptables. Ce type de logiciel est indispensable, car, bien que léger, il offre une bonne protection contre les attaques basiques. Pour l'installation de Fail2ban, on tape Yes. On attend que l'installation se termine. L'installation est terminée. Pour la configuration, on tape. Je vous encourage à remplir le champ Decimate indique une adresse mail si vous voulez recevoir des emails d'alerte de la part de Fail2ban. Le niveau de protection peut être modulé via les champs suivants. Notez que la configuration par défaut suffit normalement. On cherche Bantime. C'est le temps de bannissement des IP suspects. On cherche aussi de max retry. Max retry, nombre de tentatives de connexion permis avant bannissement. On enregistre le fichier. Je vous encourage à parcourir rapidement le reste des options afin de personnaliser un peu votre soft. Pour recharger une nouvelle configuration, on tape. Et pour conclure, iptables est un très bon outil pour mettre en place une sécurité assez sophistiquée. Les commandes sont simples à comprendre. Néanmoins, il est possible de mettre en place des règles très complexes. Ce que nous venons de voir n'est pas l'étendue de ce que peut faire iptables. Le but de ce tutoriel était de vous donner de quoi débuter à configurer un pare-feu avec iptables. Ce qui peut être contraignant avec iptables, c'est que ça peut prendre énormément de temps pour avoir des règles qui correspondent parfaitement à vos besoins. Aujourd'hui, une machine possède beaucoup plus de services qui ont besoin de communiquer qu'auparavant. C'est pourquoi il peut devenir fastidieux de configurer un pare-feu. Il existe des exemples de configuration sur le web. Je vous invite à les chercher si cela vous intéresse. Et merci.